Bonjour à tous, ici Renan Branchard sur la clé du succès. Jeune entrepreneur, je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment se préparer mentalement pour dépasser ses limites, battre un record du monde à presque 40 ans, manger sereinement pour devenir champion du monde de vélo, gagner 8 médailles olympiques, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner ou devenir la première femme, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans la clé du succès où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors, des préparateurs mentaux sportifs, des nutritionnistes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous permettent de dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, se surpasser pour atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Un nouvel épisode sortira toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et si l'épisode vous plaît, ou que vous avez tout simplement envie de le faire connaître, partagez-le autour de vous, mettez une note, un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute préférée. Tout ça vous prendra pas plus de 2 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à diffuser les recettes du succès de ces personnalités. Je ne vous en dis pas plus et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, j'invite sur le podcast un athlète de haut niveau qui entoure d'autres athlètes de haut niveau. C'est le rôle du guide handisport et qui de mieux que Guillaume Simounet pour venir nous en parler aujourd'hui. C'est un des guides handisport les plus titrés de l'histoire avec beaucoup de records et podiums européens, mondiaux et olympiques. J'ai nommé l'épisode « Être au service des autres pour gagner ensemble ». Car vous allez le voir, pour être guide handisport, et ça se voit chez Gauthier, il faut être empathique, savoir prendre soin des autres et surtout avoir beaucoup d'humilité. On verra ensemble comment on devient un guide handisport et qu'est-ce qui fait un bon guide selon Gauthier. Bien sûr, nous irons plus loin dans le détail de la préparation, de l'entraînement, des courses à 2 et aussi des victoires et des défaites que guides et athlètes doivent toujours partager. Bref, un épisode plein d'apprentissage et de richesse avec Gauthier Simounet. Bonjour Gauthier, bienvenue sur le podcast. Bonjour Renan, merci de m'inviter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes à l'INSEP, donc pour enregistrer sur la piste d'entraînement. Si ça te convient, je vais te présenter rapidement pour mettre les auditeurs dans l'ambiance. Bien sûr. Okay. Gauthier Simounet, je vais commencer dans le vif du sujet. Tu as été plutôt guide handisport, car tu es passé maintenant de l'autre côté en aidant les sprinteurs et guide handisport. Ça tombe bien que tu puisses partager ton expérience, car tu es un des guides handisport le plus titré. Entre autres, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques avec Assia El Anouni, champion du monde sur 200 mètres. Tu as aussi guidé des athlètes comme Timothée Adolphe, avec qui tu fais tomber plusieurs records d'Europe sur 100 et 200 mètres. Bref, un palmarès assez impressionnant. En préparant cette discussion, je me suis rendu compte que guide handisport, c'est aussi une discipline à part entière. Mais avant de rentrer dans le détail de toutes les facettes du guide handisport, est-ce que tu as toujours couru? Est-ce que l'athlétisme, ça t'a toujours passionné? Qu'est-ce que tu voulais faire étant plus jeune? T'as fait un bon récap de mes titres et de ma carrière. Mais alors effectivement, quand j'ai commencé l'athlé, j'avais 15 ans, j'étais en fin de collège, début lycée. J'ai toujours aimé courir et j'ai toujours voulu faire de l'athlé. J'avais commencé par des sports collectifs au départ et en fait j'ai vu que il me fallait un sport individuel, c'était important et c'est ça qui est drôle aussi pour la suite de ma carrière. Donc je me suis dirigé vers l'athlé, mais jamais pensé à faire guide, d'une part parce que je ne connaissais pas. Ouais. Mais handisport, dans la fin des années 90, c'était vraiment pas connu. Et après donc moi j'ai fait de l'athlé pour moi, j'ai eu un bon niveau national, on va dire. Et arrivé dans le club d'Issy-les-Moulineaux, à l'Avia Club à l'époque, ça a changé de nom maintenant, mais il y avait une section handisport. Et c'est là, vers 2004, aux Jeux d'Athènes, où j'ai commencé à m'intéresser au mouvement paralympique et handisport, parce que tout simplement il y avait des athlètes handisport qui s'entraînaient avec moi. Ok. Et t'es passé donc par la case athlète, comme tu viens de dire, de haut niveau. Ça t'est venu quand, en fait, cette idée et même le fait après de l'accomplir, d'être guide handisport? Ouais, alors souvent je le dis, c'est-à-dire que quand on commence l'athlé, on rêve plus d'être Carl Lewis. Enfin pour moi, je suis un peu vieux, ou Usain Bolt pour les plus jeunes. Je pense que les gens connaissent Carl Lewis quand même. Voilà. Moi, c'était Carl Lewis qui m'avait donné envie de courir.
que d'être guide. Mais en fait, après avoir connu le mouvement handisport et donc le mouvement paralympique en 2004-2005, et ben en 2007 j'ai intégré la fédération française handisport. En fait, j'ai travaillé pendant 2 ans à la commission athlétisme. Ok. Donc là, j'étais vraiment dans le vif du sujet. J'étais avec Patrice Gergès, qui était le DTN de l'époque de l'athlétisme handisport, qui était aussi coach d'Asia El Hanouni. Donc voilà, comment dire, le raccourci est vite fait. En fait, Asia n'avait plus de guide à l'époque, et son coach, qui était donc mon chef entre guillemets, m'a proposé, en voyant mes résultats sportifs et puis en voyant comment j'étais, surtout on va dire humainement et mentalement, parce qu'on y reviendra, mais le rôle de guide est aussi très important en dehors de la piste. Il m'a proposé justement de guider Asia pour les Jeux de Pékin, chose que forcément j'ai accepté, hein. C'était quelque chose de dingue pour moi, mais juste avant, dans l'année donc 2007, parce que Pékin c'était en 2008, en 2007 j'ai fait on va dire mes classes en guidant des jeunes. Voilà. Donc je suis parti en 2007, je suis parti au championnat du monde jeune, c'était au New Jersey. Voilà, c'était ma première compétition, première fois que je guidais quelqu'un, tout simplement. Donc là, c'était un jeune malvoyant, et la connexion s'est super bien passée. Il a battu son record. Il était super content de comment dire, de l'expérience, et donc moi, de voir l'athlète content et d'avoir battu son record, donc d'avoir battu notre record ensemble, j'ai adoré vraiment la course à deux, tout ce qui allait avec. Et donc quand je suis revenu à Paris, j'ai dit à Patrice, mais franchement, être guide, c'est quelque chose de génial. Ouais. J'y pensais pas, parce que justement moi, je préférais courir seul en individuel et pour devenir Carl Lewis. Voilà, pour devenir Carl Lewis, c'est ça. Et donc après toute l'année de préparation des Jeux, j'ai intégré l'équipe de France avec une triple casquette, c'est-à-dire que j'étais l'adjoint de Patrice pour la préparation des stages, des compétitions. Je coachais aussi un peu les sauteurs en longueur, parce que voilà, j'ai quelques références en saut en longueur, et en même temps je guidais les athlètes de l'équipe de France. Il y en avait déjà pas mal, ceux qui soit avaient un guide qui était blessé ou pas là, donc je remplaçais le guide, soit ceux qui étaient dans la catégorie d'Asia, ça veut dire les très malvoyants, qui ont le choix d'avoir un guide ou non. Et donc il y avait des entraînements où ils voulaient avoir un guide, où il y avait donc moi j'étais là. Et donc pour les Jeux, j'étais le guide à Pékin. J'ai guidé 5 athlètes différents. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, on y reviendra, mais c'est fou de se dire, oui, c'est pas qu'une athlète. Je pensais que t'avais accompagné, justement, t'étais sur en tout cas une compétition, t'étais fixé sur un athlète en particulier, mais non. Ouais, alors c'est ce qu'il faut retenir, hein. Normalement, chaque guide a un athlète. Ok. Ou, inversement, chaque athlète a son guide. D'accord. On va dire son guide titulaire. Sauf que quand on est en équipe de France, on est un guide, je vais l'appeler comme ça, mais on est un guide fédéral. C'est-à-dire que on est en compétition, un guide se blesse d'un athlète, bam, tu peux remplacer. Voilà, faut pouvoir remplacer, parce que ça veut dire, c'est comme un athlète amputé qui casse sa prothèse, il peut plus courir s'il a pas d'autre prothèse. Le guide non-voyant, son guide se pète, forcément, s'il a pas de guide, il va pas courir. Donc faut être là, pouvoir courir. Ouais, et puis j'imagine que justement c'est comme tu viens de dire, si tu perds ta chaussure, tu perds ta lame ou n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose quand tu remplaces ton guide au pied levé. T'as pas du tout les mêmes sensations, on va dire. C'est ça. Alors l'image, elle est vraiment, c'est ça. Après, on arrive en compétition sans ses pointes, à la limite on court avec ses baskets, on va faire une performance un peu moindre, mais on pourra courir, ou même on court pieds nus. Mais l'athlète, le non-voyant, faut se mettre à sa place. C'est vraiment pas de chance si à l'échauffement de la compétition son guide se blesse, parce qu'il est humain, et ça peut arriver, hein, parce que c'est des performances quand même qui sont assez hautes. C'est bien d'avoir un guide qui est remplaçant, ou un guide de l'équipe de France qui est là pour pouvoir donner un coup de main. Et donc c'est ce qui m'est arrivé à Pékin, où j'avais couru, donc j'étais titulaire entre guillemets avec Asia, donc ça s'est super bien passé, hein, parce qu'on a fait le record du monde, et
et donc bah forcément la médaille d'or sur 200 mètres. Bon, ça c'était la folie. Enfin, ça faisait que 4 mois qu'on se préparait ensemble. Donc c'était dingue pour moi. Hein. Moi, j'étais tout nouveau. Pour moi, c'était Disneyland, les Jeux paralympiques. Et voilà, on arrive à. C'était le dernier jour, je crois, en plus. Voilà, la médaille. Non, c'était pas. Ouais, bref, c'était dans les derniers jours parce que en même temps, il y avait le relais 4 fois 100 mètres. Ok. Avec les hommes. Et là, pareil, je guidais Pasquale Gallo. Donc j'étais un peu avec tout le monde. Maintenant, fallait quand même que je me focalise sur Asia parce que j'étais parti au jeu pour elle. Mais j'ai aussi guidé Trésor Makunda qui est encore en équipe de France. Premier 400 mètres de ma vie. Je le fais avec lui à Pékin. Attends, d'accord. Tu t'avais même pas fait de compétition en 400 mètres avant. J'avais jamais fait un 400 mètres. Donc, mais bon, après, c'est voilà, quand t'es guide et que l'athlète vient et te demande de courir avec lui, soit tu le fais et c'est normal, soit si pour toi dans ta tête tu te dis que c'est pas possible, autant ne pas être guide quoi, parce que l'humain compte vraiment et tu sais que faut le dépanner. C'est ton pote qui est aussi là en équipe de France. Oui, c'est horrible, tu vas pas lui dire non, je peux. Ouais, et donc tu lui dis non et puis lui ses jeux ils sont finis. Donc non, tu cours et puis après moi c'est des expériences c'est fabuleux hein, voilà, j'étais athlète individuel, je courais dans des stades où il y avait les seuls spectateurs c'était les coachs et les potes qui sautaient ou qui couraient. Et là je me retrouve dans un stade où il y a 80 000 personnes à représenter l'équipe de France. Moi, si je pouvais courir tous les jours, j'y allais. Hein. Donc c'était voilà. Donc j'étais avec Asia, Pasquale, Trésor. J'ai aussi guidé Stéphane Bozzolo, qui est maintenant encore dans le mouvement puisque c'est notre kiné de l'équipe de France. D'accord. Voilà, on est une petite famille en fait. Hein. On reste tous ensemble parce que voilà, l'ambiance est tellement bonne et voilà, c'est une grande. Enfin, c'est une famille. Et j'avais guidé. À la Djiba, mais juste pour des entraînements. Mais bon, voilà. Donc, ma première expérience, en fait, j'ai pu courir avec des filles, des gars, des non-voyants, des malvoyants, tout. Donc, ça a été une école fantastique. Et c'est là où, en revenant de Pékin, après tout ce qui m'était arrivé, je me suis dit, je vais être guide. C'est drôle que tu te dises ça après que tu l'aies été en fait et que t'aies gagné une médaille olympique aussi. Ah ouais, non, c'est clair, mais si on se remet dans le contexte, moi je travaillais à la fédération, je faisais ma carrière entre guillemets individuelle, mais à petit niveau, hein, je faisais les championnats de France. Et là, je pars aux Jeux paralympiques et je deviens un athlète qui représente l'équipe de France. Donc, d'un coup, je passe d'un cap national à international. Où avec le maillot de l'équipe de France, je remporte des médailles d'or. On revient à Paris, on est reçu par le président Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Tu vois la fierté dans le regard de tout le monde, surtout de tes parents. Et là, tu te dis, franchement, c'est quelque chose, quoi. Et puis ça m'a toujours amusé d'être guide. Et alors amusé, c'est pas vulgaire hein, quand je dis ça. C'est passionné, quoi. J'étais bien et je trouvais ça. Je me levais le matin avec le sourire pour même pas pour aider une personne handicapée, mais pour vivre une expérience à deux et continuer de progresser. Et voilà, et c'est ça qui a maintenu cette flamme pendant mes 10 ans de carrière de guide. Ouais. Et justement, tu parles de ta carrière, tu dis à ton petit niveau, mais j'ai regardé un petit peu en préparant l'interview tes stats, c'est quand même des stats, impressionnantes pour un gars normal qui courrait le dimanche d'aller courir sur 100 ou 200 mètres. Est-ce que il faut passer par la case athlète de haut niveau automatiquement pour être guide, ou t'as des guides qui deviennent guides directement, qui sont pas passés par la case haut niveau avant, en individuel quoi, en quelque sorte? Après c'est une bonne question parce que on y reviendra après, mais je suis en train d'essayer de monter une école de guide justement pour avoir un vivier de guides en France, parce que il y a pas beaucoup de guides, donc justement faut revenir là-dessus. Il y a les deux en fait, c'est-à-dire que effectivement il va y avoir des sportifs, on va dire, pas forcément athlètes, mais des sportifs qui m'écrivent et qui me disent moi je veux être guide, j'ai vu ça à la télé, ça a l'air génial, j'ai jamais couru mais j'ai envie d'accompagner les gens. Okay. Et ça, de partir sur cette qualité-là, déjà c'est très bien. Ça veut dire que tu as envie d'aider.
Ça, c'est génial. Après, à un certain niveau, par exemple pour guider les athlètes qui sont en équipe de France, ça court vite. Ouais. Et faut pas être t'as beau être super gentil, t'as envie d'aider, mais si tu cours moins vite que ton athlète, bah tu vas être un boulet en fait. Ouais, tu lui desserres, ouais. Ça veut dire que tu vas être content que tu lui dises où est le couloir où il doit courir, mais après si dans le couloir t'arrives pas à courir à sa vitesse, ça sert à rien. Donc voilà, je vais pas dire qu'il faut être forcément athlète de niveau, mais faut être plus rapide que ton athlète. Donc à un certain niveau, par exemple Timothée Adolphe, il a quand même un record sur 100 mètres en 10,97. Ouais, ce qui est énorme. Ouais. Si je me trompe pas, il va m'en vouloir, hein, mais bon, c'est à peu près c'est en moins de 11 secondes. Son surnom d'ailleurs, c'est pour les auditeurs et auditrices, c'est le guépard blanc. C'est ça, c'est le guépard blanc. C'est son coach Artemon Atunjimana qui lui avait trouvé il y a quelques années et ça lui va bien. Et donc bah oui, par exemple pour guider Timothée, t'as beau être le mec le plus cool du monde et le plus sympa, bah si tu cours moins vite que lui, ça va le desservir, ça va servir à rien. Donc là, ces deux guides qu'il a en ce moment, ces deux guides de compétition, ouais. C'est du très haut niveau et ils courent les deux en moins de 10-40. Donc ouais, voilà. t'es obligé, ce que tu dis, c'est que t'es obligé de courir même plus vite que le niveau, on va dire le plus haut niveau de la personne que t'accompagnes, ouais. pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir toutes les capacités pour pouvoir l'accompagner le jour J, quoi. C'est exactement ça. Ça veut dire que s'il y a un aléa pendant la course, il faut pouvoir être facile pour pouvoir soit parler à son athlète, soit remédier à la foulée qui n'est pas bonne ou enfin je sais pas s'il y a une chute dans la course. Enfin ouais. Voilà, faut pouvoir être à l'aise, faut pas être à fond. Parce que si t'es à fond, bah ton athlète s'il commence à courir un tout petit peu plus vite, bah ça va être compliqué. Et moi je le dis très honnêtement, à la fin de ma carrière, quand j'étais avec Timothée, bah je sentais que tu te commençais à se faire un peu fatigué. Et puis d'ailleurs mon corps me l'a dit en ayant 2-3 blessures assez costauds, bah parce que voilà, moi j'étais sur la fin de ma carrière et que ça devenait compliqué de guider Timothée qui était en pleine ascension et qui l'est encore d'ailleurs. Donc voilà, faut être honnête aussi avec soi-même, hein. C'est très important entre l'athlète et son guide d'être honnête, parce que de toute façon même s'il voit pas, il va le ressentir que t'es derrière. Complètement. Ouais. Et cette association justement entre le guide et l'athlète, comment elle se fait? Alors pour toi, on t'a proposé un petit peu la chose, mais est-ce que c'est les guides qui vont chercher leur athlète? Est-ce que c'est les athlètes qui vont justement chercher leur guide parmi des sportifs et se dire voilà, ou est-ce que c'est la fédération qui choisit un peu? Est-ce que c'est un peu tout ça peut-être? Ouais, exactement, c'est un peu tout ça. Mais non, il y a plusieurs chemins pour pouvoir avoir un binôme. Il y a le fait du non-voyant qui est dans un club de sport, d'athlétisme, parce qu'il a envie de faire l'athlétisme, il y va et il a de la chance, il y a des athlètes valides qui sont là et qui veulent bien l'aider, qui connaissent un peu le mouvement et qui disent ok, c'est cool, je vais t'aider, je vais te guider. Il y a l'athlète valide qui veut être guide et donc qui va vers le comité handisport de sa région ou de son département en disant bah là, moi je me propose, si vous avez des athlètes déficients visuels qui appellent, bah moi en tout cas moi je suis là, je vous donne mon numéro. Et après il y a aussi par le biais de la fédé, donc moi, ils m'envoient des mails, que ça soit les athlètes et les guides, et après moi j'essaie de faire des matchs entre eux, suivant leur niveau, suivant leur spécialité, suivant aussi la région forcément, parce que un mec qui est à Lille et qui a envie de guider un mec à Marseille, ça va être un peu compliqué. Oui, complètement. Donc voilà, il y a plusieurs chemins possibles. Maintenant, nous à l'époque, alors moi c'est passé par la fédé, mais souvent c'était des combinaisons, c'était des affinités en fait. Ça se faisait, ça matchait comme ça dans le club. Bah tiens, ouais, je vais t'aider, je vais te guider. Vas-y. Et puis après, ça marche ou ça marche pas, mais c'était pas à l'arrache, mais c'était. Tu vois un athlète, tu te dis ah j'ai trop envie de l'accompagner, des choses comme ça, et puis tu le proposes, et puis c'est ça. Et finalement tu restes sur ce que tu dis, une qualité essentielle pour l'association, c'est l'humain, quoi. L'humain. Ouais. C'est pour moi c'est le plus important, et c'est surtout cette valeur que j'essaie de promouvoir entre guillemets, mais d'expliquer aux prochains nouveaux guides. Il y a pas que le sportif. Ouais. Voilà, c'est
t'as beau courir en 10 secondes, t'es pas forcément un bon guide. Ouais. Je vois. Alors donc l'association là elle est faite. Maintenant on va passer juste après. Donc l'association quand elle est faite, faut s'entraîner. Comment ça se passe à l'entraînement? Est-ce que vous vous entraînez toujours ensemble? Est-ce que toi tu t'es toujours entraîné avec Assia par exemple? Bon, t'en as accompagné plusieurs, mais en parlant d'Assia, est-ce que tu t'es toujours entraîné avec elle ou il y a des entraînements vraiment spécifiques, on va dire, qui se font individuellement? Ouais, alors quand on prend le cas d'Assia, il faut savoir qu'Assia c'était et elle est toujours malvoyante, enfin très malvoyante, donc elle était pas non voyante, et ça a son importance. Ça veut dire qu'elle pouvait faire des séances seule. C'était plus difficile pour elle, mais elle pouvait les faire seule. Elle a quand même dans son palmarès en valide, elle a été 4e au championnat de France sur 800 mètres en valide. 2000, ouais, en 2000. Je sais plus, entre 2008 et 2011. Là, j'ai plus tous les chiffres, mais bon, voilà. En tout cas, elle a été 4e avec un record en 2,03 ou 2,04. Donc ça court vite et c'est très fort. Donc moi, avec Assia, j'étais dans le même groupe d'entraînement qu'elle pour préparer Londres à l'INSEP avec Bruno Gagère. Donc ici, là, c'est un peu ma deuxième maison. Ouais. Et on faisait 3-4 entraînements par semaine ensemble. Sachant qu'on s'entraînait 9 à 10 fois. Ok. Voilà. Donc après, par exemple, il y a toutes les séances de musculation. Moi, j'avais ma musculation, elle avait sa musculation. Après, ce qui est important, c'est que on doit pas régresser. C'est-à-dire que moi, si je m'entraînais tout le temps avec Assia, j'aurais couru tout le temps à son niveau. Et donc mon corps n'aurait plus été habitué à courir à un niveau un peu plus rapide, intense. C'est pour ça que je faisais aussi des compétitions seules encore à l'époque. Ok. Pour pouvoir toujours être à un bon niveau. Maintenant, avec Timothée, par exemple, Timothée Adolphe, qui est non-voyant, lui, toutes ses séances, il doit être guidé. Ok. Bon, à part en musculation, c'est facile de guider. C'est-à-dire qu'on le met sous la barre, après il soulève la barre et puis, on l'aide. Maintenant, quand c'est des séances de course, que ça soit de l'aérobie, des footings longs ou du sprint court, il peut pas le faire tout seul. Il peut pas le faire seul. C'est pas dangereux, quoi. Voilà, même. C'est dangereux. Et puis il sera pas à fond. Il pourra pas être à 100%. Si on le fait courir sur 20 mètres seul, même si on le met au milieu de la piste et qu'on le fait à la voix, c'est possible, mais il sera pas à 100%. Donc c'est mieux d'être guidé, d'une part au niveau de la sécurité et puis au niveau de la performance. Ouais. Puis j'ai vu, bon alors c'est peut-être pas encore le cas, je sais pas du tout, tu vas me dire peut-être le contraire, mais j'ai vu des outils, on va dire, j'ai vu passer ça sur des réseaux, des outils qui permettent justement à des non-voyants, des non-voyants, même pas des malvoyants, des non-voyants d'être guidés avec des signaux, avec des signaux qui leur disent plus à droite, plus à gauche, et de suivre une ligne. Je sais pas si j'ai vu ça. Ouais, c'est un peu comme un GPS. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. J'ai vu ça pour un marathon ou un semi-marathon. Il y a eu un athlète qui a réussi à le faire seul et qui a fait un très bon temps. Alors maintenant, c'est c'est que pour le moment, c'est le début. Ok. Ça débute. Il y a pas mal d'études qui sont faites justement par des grandes écoles de chercheurs qui essayent de trouver, quelque chose, un audio guide. Ça, on pourrait l'appeler comme ça. Ça peut être intéressant. Après, moi, je reste persuadé que le guide humain reste là pour la performance. Je dis bien pour la performance, la meilleure façon d'avoir des bons temps. Ouais. Après, pour faire un footing, pourquoi pas? Maintenant, le GPS va, je me projette, mais le GPS va pouvoir te dire les distances et à peu près là où faut tourner, mais il te dira jamais s'il y a des trous sur la piste ou un trottoir ou une personne devant toi. Ouais. Et ça, c'est ce qui peut être le plus dangereux en fait. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Est-ce que, alors que ce soit l'entraînement ou sur la piste, c'est plutôt toi qui te cales sur l'athlète
où c'est l'athlète qui te cale sur toi, je veux dire, quand je dis Ouais. sur toi, sur le guide, est-ce que tu dis parce que tu dois courir plus vite que l'athlète, mais ça doit être hyper dur, je me dis, en fait, sur 100 mètres. Je dis ça parce que quand tu regardes une course sur 100 mètres ou sur 200 mètres, ça va tellement vite. J'imagine qu'il y a pas un temps d'adaptation, vous devez vous connaître hyper bien, mais est-ce qu'au départ, c'est plus sur l'entraînement, j'imagine, qui est-ce qui se calque sur qui? Ouais, alors ouais, c'est toute une coordination à avoir et une synchronisation de nos mouvements. Maintenant, j'ai envie de te dire que c'est les deux. Moi, quand je courais avec Assia, elle avait un record. Je parle beaucoup de record parce que on est en athlète, donc c'est le chrono qui parle, on va dire. Elle avait un record en 25 secondes. Moi, j'avais un record en moins de 22 secondes. Donc, on avait 3 secondes d'écart. Si je courais à ma vitesse, soit elle aurait volé derrière moi ou enfin, elle serait pété les ischios ou les quadris parce que son corps ne pouvait pas courir en 22 secondes. Donc, fallait que je m'adapte à sa performance. Maintenant, mon but, c'était quand même déjà qu'elle court droit, enfin qu'elle morde pas dans les couloirs, ça c'est important. Mais c'était aussi de la faire progresser, qu'elle aille un petit peu plus vite. Donc, je m'adaptais à sa foulée pour pas faire une foulée. Moi, on va dire, ma foulée, elle est à 2m40, elle est à 2 mètres. Je pouvais pas la faire courir à 2m40, sinon, de toute façon, ses jambes ne sont pas assez grandes. Ouais. Mais je lui mettais une fréquence de bras au niveau des bras pour que ça aille plus vite, que ça soit avec les bras et donc forcément avec les jambes. Et donc, si la fréquence est plus grande, le chrono va descendre. Donc c'est les deux. C'est-à-dire que moi je dois m'adapter à sa foulée, mais elle doit s'adapter à ce que je lui demande de faire au niveau de la fréquence et de l'amplitude. Voilà, sans désorganiser sa foulée et aussi sans tricher parce qu'en fait, il y a une réglementation en handisport. Ça veut dire que on va partir du départ. Si je fais un faux départ, moi le guide, il y a faux départ pour les deux. D'accord. Donc déjà ça c'est un peu tendu, faut partir ensemble. Donc pas mal d'entraînement justement sur les départs à deux. C'est presque le plus dur de la course parce qu'une fois qu'on est parti ensemble, normalement s'il y a pas de couac, on va jusqu'au bout avec une bonne foulée. Et je dois pas la tirer, enfin comment dire, faut pas que ça se voit que je l'aide et que je dois pas être à plus de 50 cm devant elle. Ouais, d'accord. Alors 50 cm, tout le monde va penser que c'est très dur de le voir. Effectivement, c'est dur, mais en fait, il faut savoir que quand on fait une compétition, toutes les équipes qui courent filment la course pour pouvoir après re-regarder et voir s'il n'y a pas eu de la triche et si le guide n'était pas trop devant. Et après, il peut même avoir des protestes, donc des réclamations, en gros, si le jury re-regarde la course, parce que des fois les juges peuvent dès la course mettre un carton, enfin disqualifier un binôme. Mais si d'autres coachs regardent la course et vont voir les juges en disant voilà, regardez le guide français, il était à plus de 50 cm de son athlète et que ça s'avère vrai, on peut être éliminé, disqualifié. Ouais. Donc faut bien faire attention à aider, mais pas trop. Mais après il y a aussi sur la ligne d'arrivée, ça c'est le point final où c'est l'athlète qui doit passer devant le guide. Ah, vous devez pas arriver en même temps. En même temps. Pour être sûr que justement t'es pas accéléré à la fin. Ouais, et c'est l'athlète qui fait le chrono. C'est pas le guide. D'accord. Voilà. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Alors, juste avant de revenir justement sur ce qui différencie un petit peu, on va en parler maintenant. Justement pendant la course, donc t'as expliqué donc pour le starting block, t'as expliqué pour la ligne d'arrivée, il faut que la tête arrive avant. Alors j'ai vu, c'est une question un peu orientée parce que j'ai vu qu'il y avait, en regardant les courses que t'avais faites, qu'il y avait un accessoire que tu utilisais avec le guide pour vous tenir en quelque sorte la main ou alors explique-moi justement tout ce qu'il y a de différent, les différences sur une course de valide on va dire avec une course avec un guide et seul. Ouais. Alors la grosse différence c'est que j'ai quelqu'un qui est à côté de moi et qui est attaché à moi. Ouais, d'accord. quand je suis en handisport. Non, mais effectivement c'est un lien, on appelle ça un lien en fait. Okay. Depuis on va remonter ça c'est 2000 après les Jeux de Rio, je crois. Ouais, après 2016 en fait,
avant les Jeux de Rio, le lien, il devait donc faire moins de 50 centimètres, mais ça pouvait être n'importe quoi. C'est-à-dire que ça pouvait être un lacet, ça pouvait être une corde, ça pouvait être, enfin peu importe, tout ce qu'on voulait, ça pouvait être un caoutchouc, un élastique, bref. Mais voilà, c'était un truc qui nous maintenait. Tu pouvais le prendre à la main, au coude, au niveau de ton genou. Enfin bon, ça aurait été un peu chiant au niveau du genou. Ouais, voilà. Complètement. C'était donc par exemple Asia, elle avait une sorte de gant où il y avait le lien qui dépassait de ce gant. Chacun peut avoir le sien. C'est-à-dire à l'époque. D'accord, ok. Voilà. À l'époque, c'était de l'artisanal. Et donc moi, le lien qui dépassait du gant d'Asia, je l'enroulais autour de ma main. Et donc mon but c'était d'être le plus serré, enfin le plus proche d'elle, pour qu'elle sente mes mouvements et qu'on soit presque les épaules au contact. Ok. Voilà, pour qu'elle déjà qu'elle soit en sécurité, qu'elle sente entre guillemets son guide et que moi je puisse lui faire avoir les mouvements le plus rapidement possible comme les miens. Sauf que en 2016, changement de réglementation, encore une fois. Maintenant, il y a un lien universel qui doit être le même pour tout le monde, qui est vendu pour le moment juste par une entreprise chinoise. C'est un lien réglementé qui fait 20 centimètres avec deux boucles et un lien qui unit ces deux boucles. Et voilà. Okay. Tout le monde a le même lien maintenant en compétition. Qui est pas plus mal peut-être. C'est pas plus mal. Non, effectivement, c'est pas plus mal. Et aussi, il y a eu un règlement qui a changé parce que, je sais qu'il a changé juste après Rio, parce qu'en 2017, malheureusement, Trésor Makunda et son guide Emeric se sont fait disqualifier au championnat d'Europe à Berlin. Pas à Berlin, pardon, au championnat du monde à Londres en 2017. On n'a plus le droit de lâcher son athlète durant la course. Alors, tu vas me dire heureusement, mais en fait, il arrivait qu'en fin de course, on lâchait son athlète dans les carreaux, c'est-à-dire justement les carreaux, pour pas arriver avant. Ouais, voilà, on le lâchait et voilà, il coupait la ligne tout seul. Ça m'est arrivé aussi. Sauf que le règlement a changé. Maintenant, on doit être tout le temps tenu et en lien avec son athlète jusqu'à la fin. Voilà. Ce qui doit être hyper dur avec cette règle que l'athlète doit arriver quand même avant sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est-à-dire que quand t'es guide, faut pas penser qu'à courir en fait. Il y a plein de choses autres à penser. Ok. Justement, alors on a parlé du fait que c'est l'athlète qui fasse son temps à la fin, mais vous gagnez quand même à deux. T'as reçu quand même une médaille. Toi, t'as été sur le podium, tout ça. Ouais. Est-ce que justement cette médaille, que ce soit olympique, mondiale, Europe, peu importe, une médaille en tant que guide, elle a le même goût, on va dire. Tu vois que est-ce qu'elle est aussi forte, tu penses, que l'athlète? Est-ce que c'est un réel partage de cette réussite tous les deux, ou est-ce que c'est vraiment l'athlète qui gagne et le guide il est là pour accompagner dans la victoire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais bon, enfin tu dois savoir ma réponse. C'est du 50-50 dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, quand c'est tellement d'entraînement ensemble, on est un binôme. On est un binôme qui ne fait qu'un sur la piste. Moi, j'ai toujours vécu les victoires à deux, et pour moi, c'était autant l'athlète que le guide qui gagnait, voire même le coach, en fait, et tous ceux qui nous accompagnent pour gagner, pour aller à la victoire, en fait. Ouais. On est tout un groupe, et quand on court sur la piste, on est ensemble, en fait, et quand on perd, on est ensemble aussi. Ça, c'est important. C'est important de voir ça aussi. C'est qu'il n'y a pas que les victoires. Maintenant, tu me parlais des médailles. Faut juste revenir. Moi, en 2008, quand j'ai gagné mes premiers Jeux paralympiques à Pékin, j'ai pas une médaille. Ouais. Il y avait pas de médaille, et notre nom, le guide, n'était pas dans le palmarès. Tu montes pas sur le podium avec elle? C'est au choix de l'athlète. D'accord. Moi, donc, je suis monté. Parce que Asia voulait que je monte avec elle, et j'ai envie de te dire qu'à 99% des cas, enfin même j'espère 100%, l'athlète monte avec son guide. Ouais. Déjà au moins pour l'orienter sur le podium, c'est mieux. Mais et puis non, ça c'est pour rigoler, mais c'est comme on l'a dit, c'est une victoire à deux, donc on monte ensemble sur le podium. Et moi à Pékin, j'étais sur le podium avec Asia, mais on n'avait pas la médaille, on n'avait pas notre nom sur le palmarès. Et je réitère, hein, le nom sur le palmarès, c'est super important, comme pour un record en fait. C'est-à-dire qu'après ça, après 2008, donc c'était en 2011,
au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Là, ça a été la première fois où on a fait champion du monde, pas la première fois qu'on a fait champion du monde, mais on a été champion du monde sur 200 mètres. Et là, j'ai eu ma médaille. Ok. Première médaille de guide officielle en fait. Et ça fait quelque chose en fait, c'est important. Ouais, parce que t'es récompensé aussi de tout le travail que t'as fait justement avec l'athlète avant, quoi. Ouais. C'est pas. Ouais, non, c'est ça, parce que déjà, entre guillemets, t'es bénévole. C'est-à-dire que enfin, c'est de l'athlétisme, hein, c'est du handisport. Enfin, comment dire, je vais pas dire que je perdais de l'argent en faisant ça, mais j'en gagnais pas des tonnes. Alors en plus, si quand tu cours, t'as même pas de reconnaissance, c'est un peu dur. Là, ça devient compliqué d'être guide à 100%, à temps plein. Et donc après, donc à partir de 2011, là, il y a eu le nom du guide sur les palmarès. Et ça, pour moi, c'était presque le plus important, même si je suis très content d'avoir la médaille des Jeux de Londres. C'est ma plus belle médaille et elle est bien au chaud chez moi. Mais voilà, maintenant, si tu regardes le palmarès d'Asia, tu vois que son record, les records du monde qu'on avait fait ensemble, il y a écrit guide Gauthier Simounet. Et ça a été rétroactif ou pas? Non, ils l'ont pas fait rétroactivement. Non, ça n'a pas été marqué sur Pékin. Non. De toute façon, Pékin, en plus, j'ai envie de te dire que souvent quand je veux montrer quel était mon rôle de guide, je montre que Londres parce que Pékin, il y a aucune vidéo. Ouais. On a rien. On voit pas. Ouais. Tout a été. C'était. Ouais, c'est fou. C'est la Chine. Ouais, complètement. Comment tu deviens, là je repars sur le général, comment tu deviens guide handisport? Quelles sont les étapes? Tu vois, justement, tu disais qu'il manquait des guides. Alors s'il y a des auditrices et auditeurs qui savent courir, bon, c'est pas que pour courir, hein, parce qu'il y a des guides pour plein de sports, mais comment on devient un guide? Quelles sont les étapes, tu vois, pour devenir guide? Ouais, alors les étapes, il y a tout simplement déjà comment dire, je vais pas dire la connaissance du handicap parce que après je demande pas à des médecins de venir guider, hein. Moi j'y connaissais rien au handicap, hein. Enfin à part que je comprenais qu'ils vous voyaient très mal ou pas du tout, mais la connaissance déjà du mouvement, c'est intéressant quand même de s'approprier un peu le monde handisport. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes catégories, enfin voilà, juste d'être curieux un petit peu, voilà. Et après surtout ce qui est important, il y a le niveau sportif, on en parlait tout à l'heure, donc suivant l'athlète que tu as envie de guider, voilà, s'il court en 12 secondes, être en moins de 12 secondes, et le côté humain. Et ça, je vais en parler un petit peu. C'est-à-dire que quand t'es guide sportif, mais t'es aussi guide de vie. Et le guide de vie, alors c'est pas border son athlète ou lui touiller son petit déj le matin. Ce qui est sympa aussi, hein. C'est aussi sympa. Ça peut faire accélérer la perf, j'en sais rien. Mais c'est surtout voilà qu'une fois que la course est finie, ton athlète il est toujours non-voyant en fait, et donc faut l'accompagner jusqu'aux tribunes, jusqu'à son sac, jusqu'à l'hôtel, enfin bref. Et ils sont assez autonomes, mais quand on change d'environnement, quand on est en stage ou en compétition, l'autonomie elle se perd assez rapidement les premiers jours, voire tout le stage, et c'est là que le guide de vie est super important, c'est qu'il prenne ses marques rapidement et qu'il soit en confiance rapidement. Ouais. Et c'est là où le côté humain est important, parce que si t'es pas du tout dans l'échange, dans la bienveillance, dans l'écoute, t'as rien à faire en tant que guide. Là, continue de courir seul, continue de faire ta carrière seul, et ce sera très bien. Mais voilà, c'est important. Si tu fais le cheminement pour devenir guide, il faut savoir qu'il y a tout ça à mettre en place, et c'est pas des contraintes, mais voilà, t'auras pas, quand tu pars en stage, t'auras pas que des moments à toi seul. Tu seras avec ton athlète. Complètement. Voilà. Qui est, alors le mieux c'est qu'il y ait une affinité en fait, que ça matche bien. Ouais. Voilà. Moi avec tous mes athlètes à chaque fois, franchement, il y a toujours eu un bon feeling. Je suis même parti des fois en vacances avec Trésor, on est parti en vacances, tu vois, pour te dire tellement on s'entendait bien. Ouais. On faisait des vacances ensemble. C'est important, c'est très important, et la performance se construit là-dessus. C'est-à-dire que tous les petits à côté, enfin tout ce qui se passe en dehors,
va permettre d'accélérer la performance et surtout la confiance dans le binôme, et ce sera encore plus simple pour comment dire, pour passer les défaites ou les contre-performances. J'appelle ça plus des contre-performances, voilà, parce que des fois voilà, en compétition ça se trouve le guide ou l'athlète va être un peu moins bien, ou bien il va se passer quelque chose, et ben au lieu d'en avoir de tout mettre sur l'athlète ou sur le guide, et ben il va pouvoir avoir une discussion intelligente, voilà, enfin la confiance c'est primordial. Ouais, mais c'est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect physique et puis Bah non, ouais, non, c'est ça, et puis l'aspect entraînement, et puis c'est pour ça que par exemple souvent je dis, mais Usain Bolt aurait pu être un très bon guide sur une course, ça ouais, génial, mais il aurait pu déjà, peut-être parce qu'il court trop vite, péter son athlète, mais surtout après il y a l'après, comment agir sur une paralympique, enfin sur une olympiade sur 4 ans. Ouais. Comment ça dure 4 ans, quoi, c'est pas une course. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Et puis on le voit, alors si ceux qui veulent s'intéresser un peu plus, on le voit sur la vidéo, je crois, c'est à Londres en 2012, je crois. Justement sur l'accompagnement où tu en parles juste après, on voit donc Asia Lanouni qui gagne dans cette course. Et on voit que après tu l'accompagnes vraiment comme tu viens de dire, en fait, aux tribunes, et pour oui. recevoir le drapeau français, et puis ouais, non, bah ça c'est là honnêtement quand on regarde la vidéo du 200 mètres, quand l'après course, honnêtement t'es sur un nuage, en fait. Ouais, je l'accompagne, mais là tous les deux on est en fait on vient de réaliser ce qu'on devait faire. Ouais. 4 ans qu'on a attendu et qu'on doit gagner cette course. Ouais, on est un peu sur un nuage, mais effectivement je l'accompagne quand même, hein. Je l'oublie pas, même si dans ma tête c'est bon, c'est enfin on y a, enfin non, parce qu'on l'avait déjà fait 4 ans avant, mais bon, on y est arrivé, on a battu les Chinoises. C'est très méchant ce que je dis, mais bon, en fait elles nous avaient battus sur le 100 mètres et il fallait vraiment qu'on les batte. Ouais. Après il y a le tour d'honneur avec le drapeau français devant 80 000 personnes encore. Je reste bloqué sur le 80 000, mais en fait les stades olympiques souvent c'est 80 000 personnes, donc ouais, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait les gens se disent, on peut parler de ça, mais quand on regarde le stade est complet, ouais. Plein. Bah à Londres c'était fou, et honnêtement tous les athlètes, alors valides je sais pas, mais je pense, mais tous les athlètes qui ont participé aux Jeux de Londres disent que c'est les plus beaux jeux qui ont existé, par rapport déjà à comment dire, comment ils ont été préparés et comment ils se sont passés. Il y a pas eu de quoi mais c'est surtout les spectateurs qui venaient au stade étaient des connaisseurs. Pour nous les handisports, c'est super important. En fait, ils venaient pas voir des handicapés courir, mais ils venaient voir des sportifs faire de la performance. Et ils comprenaient très bien que les performances qui étaient réalisées étaient des grosses performances. En plus, nous, on a couru le jour où il y a eu Johnny Peacock sur 100 mètres, un amputé tibial anglais qui a été attendu par l'Angleterre entière et qui courait 1 heure après nous. Donc le stade était complètement rempli, il était à fond. Enfin bref, c'était une folie ce jour-là. C'était le 6 septembre, hein, je me souviens bien. Et en plus, on a eu la chance, et ça c'était un très beau geste, que le président de l'époque, François Hollande, soit dans le stade ce jour-là. Incroyable. Ça donne des frissons quand on parle. Alors pour clore, on va dire, toutes les grandes questions, parce qu'après je passe une dernière partie avec des questions plus rapides. C'est quoi ton rôle maintenant? Tu as parlé tout à l'heure d'école, de projet, d'école de guide. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment justement pour le handisport, et qu'est-ce que c'est tes visions futures sur ça? Ouais, alors j'ai plusieurs projets, plusieurs casquettes en fait. Après 2018, donc où j'ai arrêté ma carrière, j'ai coupé, on va dire 5-6 mois, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, on est une famille. Vraiment, c'est le handisport. J'ai vécu pendant 10 ans, pas jour et nuit, mais presque. Enfin, donc, ouais. Et j'avais besoin de retrouver mes potes de l'équipe de France. Voilà, cette famille. Et en discutant avec Julien Héricourt, qui est le directeur sportif de l'athlétisme handisport, et Norbert Krantz, qui est le responsable des sports d'été handisport,
on discutait après des championnats de France d'hiver en salle, pardon, et on s'est dit qu'il y avait une place pour moi en tant que responsable des guides. C'est-à-dire que par rapport alors c'est eux qui l'ont dit, hein, c'est pas moi qui le vends, mais par rapport à mon expérience de guide et ce que j'avais pu gagner durant ma carrière, il serait intéressant que je sois là pour accompagner les guides qui arrivent en équipe de France, transmettre mon savoir-faire, pour que ça soit pendant les stages ou les compétitions. Donc ça a été un premier projet qui est encore en ce moment, qui a lieu en ce moment. Je suis parti au championnat du monde à Dubaï en 2019 avec Timothée et Trésor, et ça a plutôt bien matché parce que Timothée avait un nouveau guide justement à cette époque-là, et j'ai un peu chaperonné ce Bruno Napri, qui 2 mois après sa première course avec Timothée faisait vice-champion du monde sur 100 mètres. Donc voilà, alors c'est pas grâce à moi, mais je pense que j'ai contribué un petit peu à comment être guide et comment l'accompagner en équipe de France, parce que voilà, tout ce dont je parle depuis le début, lui c'était pareil, lui c'est un athlète valide, il arrive en équipe de France paralympique, qu'est-ce qu'il doit faire à part courir vite, il sait courir vite, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça a super bien matché, il est encore là, et j'espère et je pense qu'il y aura des belles performances à Tokyo en 2021 avec ce duo. Donc ça c'était ma premier projet, et je continue. Et le deuxième projet, en fait, pour aller plus loin justement, pour chaperonner les guides qui arrivent, c'est de monter une école de guides, en fait, qui est des guides. Parce que notre gros problème en France, c'est qu'on a il y a un gros manque de... on a des athlètes déficients visuels, on a des athlètes valides qui commencent à connaître ce rôle de guide, mais il y a rien qui est fait pour les mettre en... Il y a pas de lien. Ouais, en connexion, il y a rien. Donc voilà, moi l'école de guide, alors c'est pas, on va faire des week-ends de formation pour expliquer un peu aux coachs et aux guides quoi faire, comment agir avec justement des binômes, ou pour les guides comment agir avec son athlète, mais c'est pas un centre de formation, parce que des fois on m'appelle en me disant ouais, c'est quoi le centre de formation, j'ai envie de venir, ça dure combien de temps? Non, c'est pour le moment, c'est de faire un vivier de guides, un vivier d'athlètes, et les mettre en connexion. Donner des tips par mail, par téléphone, ou en se déplaçant. Bon, en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais en se déplaçant sur le terrain pour pendant une séance, juste expliquer les bases, et après ça se fait petit à petit. Mais ça me paraît essentiel pour le mouvement, pour la suite, parce que quand on voit certains pays comme le Brésil ou la Chine, ils ont une multitude de guides. Oui. C'est fou. En fait, c'est fou. Ça veut dire que chaque athlète a 2-3 guides à de très haut niveau, et tu sens que c'est professionnel en fait. Donc voilà, nous on essaie de professionnaliser le mouvement, et ça passe aussi par justement cette école de guide. Ouais, qui est une facilité aussi grande que dans le monde valide finalement, et ouais, c'est ça. Et donc il y a aussi ça, cette comment dire, ce parallèle à faire. Enfin, ce parallèle. Je vais pas venir piocher des athlètes FFA, enfin valides. C'est pas le but, hein. Non, bien sûr. Ouais. Parce que les athlètes valides ont aussi leur carrière solo à jouer, hein. Mais voilà, essayer de promouvoir le rôle du guide pour que certains athlètes valides, comme moi à l'époque, ou comme Bruno maintenant, à un moment donné de leur carrière, où ils se disent finalement, est-ce que seul je vais arriver à un gros niveau, ou à un niveau où je pourrais avoir des sélections individuelles ou pas, et donc devenir guide, ou essayer de devenir guide, et pouvoir avoir une carrière qu'il n'aurait pas eu en individuel. Bien sûr. Ouais. C'est hyper intéressant, et puis j'espère que ce projet va bien. J'espère aussi. Parce qu'il y a des belles échéances à venir. Enfin, je l'espère aussi. Et puis voilà, moi en tout cas moi je suis le premier. Par rapport à ce que j'ai vécu, moi
j'ai vécu des expériences que jamais j'aurais pu vivre et je suis le premier c'est dommage de pas le partager. Avant entre guillemets le rôle de guide. Hein, ouais, complètement. Donc je passe à la dernière partie. Donc c'est des questions un peu plus rapides. La première question, c'est une question pratique. Comment faire? Bon alors, c'est une question qui peut être, c'est une double question. Comment faire un bon départ dans les starting blocks? Donc ça peut être en individuel là, et donc seul. Et comment faire un bon départ dans les starting blocks à deux? Ok. Alors c'est pour moi, et là je vais parler pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, quand j'étais dans les starts seul ou accompagné, mon but c'était de partir de pas faire de faux départ, mais de partir à la limite. Quitte à arracher le bras de mon athlète, mais au moins je le faisais partir. Ok. Voilà. Donc t'es en position, t'attends le coup de feu et voilà, après tu pars dès que t'entends le coup de feu, mais effectivement quand t'es attaché, bah tant pis, hein, tu t'arraches le bras de ton athlète, mais si t'attends qu'il parte, t'es déjà en retard. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est tellement. Et après pour rattraper c'est hyper compliqué. Voilà, ouais, t'es plus dans le même rythme. Ouais, t'as beau être plus fort sur un 100 mètres, c'est tellement important les premiers appuis. Après on va parler mais bon voilà, c'est les premiers appuis, c'est là où tu crées la vitesse. Enfin c'est super important. Donc pour moi il y a aucune différence entre seul et à deux, à part que oui tu tiens un lien dans la main quoi. Bien sûr. Je triche un tout petit peu, juste une petite question rapide là-dedans, justement ça m'intéresse, les appuis. Tu dois avoir les mêmes appuis que ton athlète. Le guide doit avoir les mêmes appuis que son athlète. Quand il part, il doit avoir les mêmes, le pied qui pose au même moment. Oui, de toute façon, ça va être, c'est simple, ça va être, mécanique dans le sens où, de toute façon, vu que tu auras le même mouvement de bras, ouais, tu auras le même mouvement de jambes à peu près. Enfin, voilà, ça va être coordonné. Maintenant, juste pour le petit conseil justement pour ceux qui débuteraient, l'athlète met son start comme il l'a envie, c'est-à-dire qu'avec la cale devant celle qu'il a envie en fait, hein, et le guide doit être à l'inverse. D'accord. Voilà, c'est juste ça, parce que si tu mets les deux starts de la même façon, tu vas courir à l'amble. Et après en fait tes bras, ça va faire un mouvement comme au ski de fond un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, donc voilà, faut juste être à l'opposé. D'accord. C'est tout con, mais ça peut. Oui, parce que c'est les bras opposés qui sont attachés, donc il faut que ce soit l'opposé. Voilà. Ouais. Complètement. Ok. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu as une routine avant ou après une compétition, un événement important? Alors, pareil, là, ma question normalement, elle se pose à des athlètes qui sont en individuel mais du coup, cette question, elle va être posée à deux. Est-ce que cette routine en individuel, est-ce que tu l'avais aussi à deux? Est-ce qu'il y a une routine à deux, tu vois? Ouais, alors faut que je me replonge un peu dedans parce qu'en fait pendant 10 ans j'ai fait exactement la même chose. C'était en fait j'avais la même façon. Suivant les athlètes, j'essayais. C'est pas que je leur imposais ma routine, mais on faisait un 50-50. Voilà, il y en avait qui aimaient bien faire 3 tours de footing, il y en a qui aimaient faire 4. Bon, après moi je suis pas un demi-fondeur, donc fallait pas trop non plus m'en faire. Et après on avait chacun nos étirements. Alors les étirements, chacun faisait ses étirements particuliers, enfin ceux qu'il voulait. Et puis après les gammes, forcément moi je faisais les gammes de l'athlète. J'allais pas lui changer complètement sa routine parce que le but c'est qu'il soit dans son truc. Maintenant, moi sportivement, je faisais comme mon athlète et comme le coach aussi il voulait qu'on fasse, hein, parce que faut bien savoir que le guide n'est pas coach. On a un coach. Hein. On en a pas parlé, mais c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le guide est coach. Non. Nous, on est coaché par quelqu'un. D'accord. Et par contre, j'avais une routine. Alors, pour tout ce qui est chambre d'appel ou faire descendre la pression, c'est super important en fait. Avant les compétitions, pour ceux qui ne savent pas, on va dans une chambre d'appel. Alors c'est pas du tout à l'hôtel, hein. On le voit bien. Ceux qui ont regardé les championnats de judo, on voit bien, ils sont filmés juste avant. Ils sont dans deux. D'ailleurs, les athlètes sont ensemble. En général, dans une salle, on va dire une salle d'appel, parce que justement, on est là pendant 20 minutes, 30 minutes. C'est les derniers moments juste avant d'en découdre, et c'est les moments très importants. C'est là où tu peux pas gagner une course, mais la perdre. Ça c'est sûr. Si justement le stress t'envahit et donc là moi c'était là plutôt où j'étais plutôt efficace, on va dire, et où l'athlète a la chance aussi
ou pas. Mais pour moi, c'était plus une chance d'avoir un guide parce que justement, moi, j'arrivais à dédramatiser la situation, à être cool. Et donc, quand on rentrait sur la piste, on était toujours bien avec le sourire, positif. Et ça, c'était mes routines. Voilà, de pas prendre à la légère la course, hein, mais de se donner du plaisir pour de le faire. Quoi. Ah, moi, j'étais super content d'y être et j'évacuais la pression. Enfin, ou sinon, si la pression je l'avais, elle était positive. Hein. Donc c'était là où avec Assia, on était plutôt fort et c'est là où on montrait notre force aussi. Ouais. Ah, mais c'est hyper important sur la piste justement d'être même sur la piste ou même sur n'importe quel sport d'être relâché. Ouais, relâché, c'est ça, ouais. C'est ça. Et de se dire faut se faire plaisir quoi. Et puis de toute façon, on a tout fait pour avant. Enfin, ma dernière question habituelle, c'est quel conseil tu donnerais à une personne justement qui souhaite se dépasser, repousser ses limites, qui rêve justement de l'impossible, gagner une médaille olympique? Alors là, ça va être une réponse vraiment facile, c'est ne jamais lâcher, mais c'est plus dans le sens où se donner toujours des objectifs réalisables, ça c'est important. Hein, enfin moi, quand j'ai fait de l'athlétisme, je voulais pas courir en moins de 10. Enfin, j'aurais aimé, mais j'ai vite compris que mon corps n'irait pas. Ouais, j'aurais pas pu. Enfin, ça aurait été compliqué. Mais c'est surtout être dans le sport. Hein, faut surtout être très pas être dans l'excès, mais c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, faut le vouloir. Voilà. Moi, tous les matins, je me levais pour aller à l'entraînement. J'étais sérieux, j'étais focus sur les objectifs. Mon coach, il me disait, il va avoir 8 entraînements cette semaine. Je faisais 8 entraînements, j'en faisais pas 6. Je choisissais pas mes entraînements, ceux que j'aimais bien. C'est-à-dire que quand je savais qu'il fallait aller courir le samedi dans les côtes, quand il neigeait, j'y allais quand même. Ouais. Voilà, faut toujours en vouloir et savoir pourquoi on le fait. Voilà. Et à un moment donné, quand le résultat il tombe, tu sais pourquoi tu l'as fait. Mais bien sûr. Ouais. Ne jamais lâcher en fait. Voilà. Même s'il y a des blessures, hein, parce que j'ai eu des très grosses blessures. En 2010, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille, 10 mois d'arrêt. Mais je savais que l'année d'après, il y avait les championnats du monde et surtout 2 ans après, il y avait Londres. J'aurais pu lâcher. Hein. J'ai eu 2 mois de plâtre. Enfin bref. Mais voilà, quand on a un objectif, il faut tout donner et aller jusqu'au bout pour voir si on peut le réaliser. Et puis après, si on le réalise pas, au moins on aura tout fait pour. On aura tout fait pour. Ouais. Eh ben merci beaucoup à toi Gauthier pour cet échange passionnant et inspirant. Merci à toi. Et j'espère que ça inspirera beaucoup de monde et peut-être que ça guidera beaucoup de monde justement. Ça guidera sans faire de jeu de mots. Ça guidera pour aller dans le monde du handisport. J'espère. Et j'espère que toute cette préparation pour les JO de Tokyo aussi et de Paris pour plus tard portera ses fruits. Ouais. Mais je me fais pas de soucis. Ça sera que de l'or. Merci. Merci à toi. À bientôt Gauthier. À bientôt. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux, ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @bronchartmikhaelov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5/5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!